Je m'appelle Mandy. Avec Carla, ma meilleure amie, nous étions inséparables, et ce, depuis des années. Puis nous sommes entrés à l'université. Au début, c'était bien. Les journées se ponctuaient de cours, et certains soirs, nous faisions la fête. Enfin, comme des jeunes de notre âge, quoi. Sauf qu'un jour, Carla a commencé à discuter avec Ethan et Jared, deux frères pas très catholiques à mes yeux. Ils se croyaient au-dessus de tout le monde, même au-dessus des lois. Enfin bref, ces deux-là ne m'inspiraient pas du tout confiance. Mais Carla, elle, les voyait comme des dieux vivants. Entre-temps, Carla et Jared sortaient ensemble. Alors moi, de mon côté, j'essayais de m'éloigner chaque jour un peu plus, car leur relation me mettait vraiment mal à l'aise. Mais quand j'avais enfin réussi à m'échapper suffisamment, Ethan était toujours derrière moi, à essayer de me ramener au sein de ce groupe auquel je ne voulais pas avoir affaire. Mais c'est comme si tout ce que je désirais le plus au monde allait à l'encontre de tout ce que je faisais. C'était incroyable. C'était comme si je n'avais aucun contrôle sur les événements qui se produisaient autour de moi. C'était le cas d'ailleurs. Un soir, alors que nous étions dans notre chambre, Carla me dit qu'Ethan voulait sortir avec moi. Je lui ai répondu qu'il n'y avait aucune chance pour que cela se produise. Elle s'est alors mise à rire aux éclats, en me disant qu'avec ce qu'il allait faire, je n'aurais guère le choix. Cette situation lui plaisait vraiment visiblement. Puis, nous nous sommes couchés, mettant fin à cette discussion absurde. Mais ma nuit fut ponctuée de rêves assez bizarres concernant Ethan. Pourquoi je rêvais de lui, alors que franchement, j'en avais rien à foutre? C'était encore pour moi un mystère. Mais je n'allais franchement pas tarder à en savoir plus. Car un matin, Carla m'avait demandé de l'accompagner à une fête très sélective, à laquelle j'étais conviée. Mais j'avais décliné poliment. Carla s'était mise de nouveau à rire en me disant « Parce que tu penses vraiment avoir le choix? Non, tu viens de toute façon. Tout est prévu. De plus, on va vraiment s'amuser. Alors, détends-toi un peu. » À aucun moment, je n'avais mon mot à dire. De plus, mes sentiments pour Ethan commençaient à changer. Que s'était-il passé? M'avait-il drogué à mon insu? Je ne pouvais l'expliquer. Mais c'est comme si j'évoluais dans un monde qui n'était pas le mien. Et cela m'effrayait davantage, car je ne maîtrisais absolument aucun des paramètres qui m'étaient imposés. J'avais l'impression de vivre une vie sur laquelle je n'avais aucun contrôle. La fameuse soirée en question arriva bien trop vite à mon goût. Mais bon, c'est comme si quelque chose m'avait poussé à y aller. Une fois sur place, j'avais constaté que très peu de monde était présent. Et vu les accoutrements qu'ils portaient, cela ne m'étonnait guère. Tout le monde était vêtu d'une grande robe noire, avec des capuches. Mais dans quel merdier je m'étais encore fourré, moi? Puis Ethan m'avait apporté un verre, que je repoussai de la main. Mais un seul regard de sa part avait suffi à me faire changer d'avis. C'est comme si ce mec m'avait littéralement hypnotisé. J'avais alors vidé mon verre. Ensuite, il m'avait prise par la main, car le groupe s'était déplacé dans une autre pièce, bien plus glauque et bien plus sombre que la première. Je lui avais demandé ce qu'on faisait ici. Il m'avait juste répondu. « Tu verras, c'est pour toi que j'ai fait tout ça. Et de plus, il faut en être digne, il faut le mériter. Et toi tu l'es. Alors, sois gentille et ne gâche pas tout. » Sur le moment, j'étais perdu, mais tout à coup, la vue du décor qui s'offrait à moi me laissait perplexe. On aurait dit une espèce de messe noire. Il y avait une chèvre, et à côté d'elle se trouvait un espèce d'hôtel. Je désirais qu'une seule chose, m'enfuir le plus vite possible. Mais très vite, le produit que m'avait donné Ethan commençait à faire son effet. Je me suis littéralement senti partir. Tout me semblait complètement irréel. Quelques minutes plus tard, il faisait une sorte de rituel, ou un truc comme ça. Mais je ne comprenais pas ce qu'il disait, car il parlait dans une langue qui m'était encore inconnue. Tout à coup, sans que j'y sois préparé, la pauvre chèvre fut sacrifiée. Je voulais qu'une seule chose, m'enfuir à toute vitesse. Mais c'était comme si tout mon corps m'avait complètement lâché. J'étais à la merci de cette horrible cérémonie, sans ne pouvoir rien y faire. Entre-temps, j'avais dû m'évanouir,
car quand je me suis enfin réveillée, j'étais à mon tour couchée sur l'autel. Mon bras me faisait mal, et du sang coulait de celui-ci, dans une espèce de coupe. Tout à coup, j'avais vu Ethan prendre celle-ci et boire mon sang. Il m'a alors regardé d'un regard noir en me disant « Cette fois, tu m'appartiens pour l'éternité. Rien ni personne ne pourra nous séparer. » J'avais si peur. C'est comme si je m'étais retrouvée seule au monde. Comme ça, abandonnée. J'entendais Ethan parler dans cette langue qui m'échappait encore. Comme pour clore cette maudite cérémonie à laquelle j'avais été conviée par la contrainte. Puis il m'a soufflé une espèce de poudre au visage. Puis là, plus rien. Le lendemain, je m'étais réveillée dans ma chambre. Carla était à mes côtés. Elle m'avait demandé si j'allais bien. Je lui avais répondu que j'avais mal au bras. Elle m'avait alors simplement fait un clin d'œil en me disant d'un air satisfait : « Tu fais vraiment partie des nôtres à présent. Félicitations, ma chérie. Depuis le temps que j'attendais ce moment, cette fois, tout est parfait. » Mais je faisais partie de quoi au juste ? Me demandai-je. J'étais perdue. C'est comme si je faisais plus qu'un avec quelque chose qui m'était complètement opposé. C'est alors que j'avais voulu regarder mon bras. Il y avait un pentagramme gravé dans ma chair. Il était renversé. Mais que s'était-il passé exactement lors de cette soirée ? Est-ce que j'avais rêvé toute cette histoire ? Pourtant, ma peau portait bel et bien une marque qui symbolisait le mal à l'état pur. Puis je m'étais très vite rendu compte que j'étais en retard pour mes cours. J'avais donc pris ma douche et je m'étais habillée en vitesse pour m'y rendre. À la fin de la journée, j'avais vu Carla, Jared et Ethan m'appeler. Mais j'avais juste fait un signe de la main pour montrer que je n'avais pas le temps. Je m'étais baladée un peu après les cours pour justement les éviter. Sauf que maintenant, quelque chose avait changé. J'étais attirée par eux, mais j'essayais de lutter de toutes mes forces pour essayer de rester moi-même et surtout de continuer à les éviter du mieux que je le pouvais. Tout à coup, une femme plus âgée marchait devant moi. Je ne savais pas pourquoi son regard sur moi était aussi insistant. De plus, celui-ci me rendait mal à l'aise. Quand elle est arrivée à mon niveau, elle m'avait saisi par le bras en me disant : « Fuyez le plus loin possible. Vous avez été marqué par le mal absolu. Il vous a choisi. Vous devez partir très loin. Ou alors, vous pouvez aussi vous ôter la vie. Si vous en avez le courage. » Elle m'avait alors relevé la manche qui couvrait le symbole gravé dans ma chair, puis m'avait expliqué qu'elle était médium, et que la marque que je portais était celle du mal, et que celle-ci était gravée en moi. Tout à coup, son regard avait changé, devenant ainsi plus intense et plus grave que jamais. Celui-ci dégageait une peur assez prononcée. Elle m'avait dit que ces gens pratiquaient la magie noire et qu'ils m'avaient lancé plusieurs sorts, dont un puissant, celui du sacrifice. De plus, j'avais été choisie. En fait, il s'agissait bien de cette fameuse soirée. Je comprenais mieux pourquoi ma façon de penser était peu à peu devenue différente. Mais vous vous doutez bien que ça n'allait pas se passer comme ça. Une fois que la médium m'avait tout expliqué en détail, j'étais allée voir Ethan pour lui dire franchement que j'étais au courant de tout et que jamais je ne lui appartiendrais. Ce discours ne lui avait vraiment pas plu du tout. Il m'a alors prise violemment par le bras. J'avais essayé de lutter, mais il était bien plus fort que moi. Il m'avait emmené dans la forêt, non loin des cours. Puis c'est alors qu'il m'avait dit : « Alors si je ne peux pas t'avoir, personne d'autre ne t'aura non plus. Je t'aime, mais tu refuses mon amour, alors que tu as été choisi. Jamais, jamais tu m'entends. Tu n'aurais dû faire une chose pareille. Et maintenant, tu vas en payer le prix. » Mais c'était à ce moment-là qu'il avait sorti un couteau de sa veste. Puis tout à coup, il me l'avait planté en plein cœur. Puis il avait soigneusement caché mon corps sans vie. Le soir venu, Carla, Jared et Ethan avaient de nouveau conduit mon cadavre où la fameuse soirée s'était passée. Ils ont pratiqué un sort ainsi que de la nécromancie sur celui-ci. Mais quelque chose avait foiré dans leur plan. Mon corps terrestre, lui, était bien mort. Mais mon âme,
elle, était restée intacte. Impure et noire, certes, mais j'étais revenue parmi les vivants, mais pas comme eux le souhaitaient. J'étais revenue sous la forme d'une entité remplie de haine et de colère. J'avais pour seul et unique but de me venger de tout le mal qu'on m'avait fait. Au final, je les avais tous tués, les uns après les autres, en leur arrachant le cœur à main nue. Une exquise vengeance pour moi. Leur sang chaud qui dégoulait sur moi me donnait un plaisir immense de satisfaction. Vous comprenez mieux maintenant pourquoi j'ai raconté cette histoire au passé ? Qu'est-ce que cela ? Soudain, je vois des mains glacées fondre sur moi. Vous le savez, la mort est là, l'enfer sous chacun de mes pas. Oh mort, m'accorderais-tu un an encore ? Je te bâillonnerai pour que tu ne puisses pas crier. J'attacherai tes jambes pour que tu ne puisses pas t'enfuir. J'attacherai tes mains pour que tu ne puisses pas te défendre. Et finalement, je couvrirai tes yeux pour que tu ne puisses pas voir ce que je vais te faire. Je te prendrai sexuellement et je te ferai mourir de mes mains. Je m'appelle James Holder Rollins. Mon passe-temps favori, qui entre-temps est devenu une passion, et je dirais même un besoin, est de tuer des gens. Et ne pensez surtout pas que je suis débutant en la matière. Non, en fait, je fais ça depuis pas mal d'années maintenant. Voici ma première lettre que j'ai envoyée à la police, au tout début de ma carrière, en tant que véritable tueur en série. J'avais besoin de cette reconnaissance. Les flics pensaient me connaître, par rapport aux méthodes utilisées pour tuer. Mais il en était rien. La lettre disait « Il faut du temps pour préparer un meurtre. Au moindre faux mouvement, c'est fini. Comment peux-tu savoir qui je suis? Le nom de code que j'utiliserai sera attaché, torturé, tué. Avant chaque meurtre ou série de meurtres, vous recevrez alors une lettre, comme celle-ci, signée J.H.R. Dans chacune de mes lettres, vous aurez le nom de mes victimes. Enfin, si toutefois je m'en souviens. Vous aurez aussi comment elles auront été tuées. Et enfin, où se trouvent certains de leurs corps. Comme ça, il n'y aura pas d'ambiguïté possible. Fin de la première lettre. Il n'y a pas de secours, pas de remède. Il n'y a que la mort ou l'incarcération à vie. C'est comme un affreux cauchemar. Et pourtant, ça ne m'empêche pas de dormir. Je rentre et je m'assois chez moi auprès de ma famille, comme tout le monde. Je serai tout à fait normal jusqu'à ce que le besoin revienne. Maintenant, c'est presque tout le temps. C'est que j'arrive au bout. Et depuis tout ce temps, j'envoie souvent des lettres à la police. Il faut, enfin, je dois être reconnu comme le plus grand tueur en série de tous les temps. Car après tout, n'est-ce pas ce que je suis? Mais revenons un peu sur mes précédents meurtres. Ma première victime était une femme, qui s'appelait Amanda Price. Avant de m'introduire chez elle, j'ai coupé le fil du téléphone. Une fois que je suis rentré dans sa maison, j'ai braqué mon flingue sur son visage. Croyez-moi, c'est assez dissuasif, et de plus, très persuasif. Ensuite, je l'ai attaché, puis je l'ai étouffé avec un sac en plastique. Cela est l'un de mes modes opératoires les plus utilisés. Mais au fil du temps, j'ai dû improviser au gré des différentes situations. Puis j'ai laissé le corps sur place. Une autre fois, j'ai tué un homme. Un jour, alors que je me baladais tranquillement au milieu de nulle part, la nuit commençait juste à tomber. J'ai croisé un mec en panne. Il s'est mis sur la route pour demander de l'aide. Je l'ai alors percuté de plein fouet. Puis j'ai fait marche arrière et je lui ai roulé dessus. Ne me demandez pas combien de fois je l'ai fait. Mais tout ce que je sais,
c'est que le résultat n'était pas beau à voir. Oui, je suis allé voir le corps. Un autre jour, je me suis introduit chez une femme, mais celle-ci s'est pointée avec un homme. J'ai dû alors mettre en place une technique d'improvisation qui collait parfaitement à la situation, à savoir les buter tous les deux. Je suis sorti de ma planque en disant « Ne bougez surtout pas ». Mais le mec sur qui je suis tombé devait être, comment dire, un peu barge sur les bords, car n'importe qui, enfin, normalement constitué, je veux dire, qui se trouve avec un flingue braqué sur la tête, aurait eu peur. Mais lui, non. Il a cru que toute cette situation était une plaisanterie. Et il m'a dit « Mais qu'est-ce que tu fous ici, toi ?» Bah quoi? Ça se voit pas peut-être? Comment ça se fait que tu n'aies toujours pas compris à quel genre de mec tu avais affaire? Je vais te coller une balle, tu sais. Non, je crois pas que tu sois assez con pour faire un truc pareil. Mais à peine avait-il fini sa phrase que je lui ai mis une balle en pleine tête, en disant simplement « Si ». Et je suis reparti en faisant bien attention à ne pas me faire prendre. J'avais laissé les corps sur place. Pour eux aussi, j'avais envoyé une lettre à la police. Puis une autre fois, j'ai pris une fille en stop. Visiblement, elle s'est engueulée avec son copain. Bref, tout allait bien. Nous discutions tranquillement. Mais le besoin de tuer avait vite repris le dessus. Je l'ai regardé d'un air menaçant. Je lui ai dit qu'on allait changer de plan. Je voyais la peur sur son visage. Puis elle me dit « Mais je ne comprends pas. » T'as pas besoin de comprendre. J'ai donc arrêté la voiture dans un bois où personne ne vient jamais. Et je lui ai dit « Descends de la voiture. » Mais évidemment, elle s'est mise à pleurer. Elle pensait peut-être que les pleurnicheries allaient me faire changer d'avis. Mais non, en fait. Puis elle m'a regardé en me disant « Pitié, non. Je vous en supplie, arrêtez, laissez-moi partir. Pourquoi est-ce que vous me faites ça ?»« Pourquoi? Et pourquoi est-ce que je le ferais pas, hein? As-tu un seul argument à présenter pour défendre ta vie? » Je suis une personne. Je suis un être humain. C'est pas suffisant, ça, pour vous? Non. C'est là que je l'ai étranglé. Mais il m'est venu une idée. Je lui ai alors ouvert le ventre. Vous savez, un peu comme les médecins légistes, lors des autopsies. Puis ensuite, je l'ai vidé entièrement, comme une truite. Ou un autre poisson quelconque. Après ça, je l'ai enterré. Puis quelque temps plus tard, j'avais prévu de m'offrir un week-end tout entier à moi. Rien que pour tuer. J'ai donc dit à ma femme que je partais faire du camping dans les bois. Bien évidemment, elle voulait que j'emmène nos 2 garçons pour pratiquer cette activité. Sauf que moi, je n'avais pas prévu ça. Je ne vais pas emmener les gosses avec moi pour qu'ils me voient tuer des gens. Alors je lui dis que je ne peux pas. Mais la voilà partie à me prendre la tête en me disant « Mais chérie, pourquoi ne pas emmener les garçons avec toi? Ça leur ferait le plus grand bien. » Parce que je ne peux pas. C'est une randonnée hyper difficile à faire. Ils vont juste me faire perdre mon temps. Je veux que tu les emmènes. Vous seriez ainsi tout le week-end ensemble comme ça. Mais puisque je te dis que je ne peux pas, c'est comme ça, j'y peux rien. Et il y aura d'autres week-ends, t'inquiète pas. Mais bien évidemment, elle se met à me hurler dessus, en me disant, tout en s'éloignant de moi. Ce sont tes gosses aussi, je te signale. Tu ne partages rien avec eux, à croire qu'ils n'existent pas pour toi. Je lui réponds simplement. Je vais rentrer tard dimanche soir. Alors, ne m'attends pas. Et surtout, oublie-moi. Pétasse. Puis je suis enfin parti de ce climat merdique qu'avait instauré ma femme à la maison. Dès le vendredi soir, j'ai tué une femme à coups de pelle. Et j'ai passé le reste du week-end à tuer, comme cela était prévu. Ah, vraiment, j'adore ce boulot. À quel moment ce monstre va rentrer dans ma tête? Je sais qu'il reviendra toujours.
La société devrait être reconnaissante de savoir que pour des gens comme moi, il existe un moyen de soulager, par la répression, ce besoin irrépressible de posséder une victime, jusqu'à l'agonie. Le jeu du monstre est vaste et complexe. La façon dont il choisit ses victimes, parce qu'il les observe, qu'il les suit, qu'il les attend dans l'ombre. L'attente, peut-être que tu arriveras à l'arrêter, mais moi, je ne peux pas. Un jour, j'ai tué un flic. Oh, non pas par envie, mais plutôt par intérêt. Je me suis fait choper une nuit, sur une petite route. Je roulais à 140 km/h. Je ne m'en étais pas rendu compte. Donc le flic m'a sorti son blabla habituel. Monsieur, vous rouliez à 140 km/h sur une route limitée à 100. Bonsoir. Ah bon? Désolé, je ne m'en étais pas rendu compte. Ça ne se reproduira plus. Je ferai plus attention maintenant. Vous savez combien de fois j'entends ce genre de discours par jour? Papier du véhicule, s'il vous plaît. Je lui présente les papiers du véhicule. En règle, évidemment. Mais il me dit... Avez-vous consommé de l'alcool? Non, je ne bois pas d'alcool. Sortez du véhicule, monsieur. Je ne comprends pas. Je vous ai dit que je ne consommais jamais d'alcool. Je vous ai dit de sortir du véhicule. Je ne vais pas le répéter. Mais tout à coup, j'ai vu les phares d'un 38 tonnes arriver. J'ai alors fermé ma fenêtre. Le flic braillait toujours, me demandant ce que je foutais. Puis quand le camion est arrivé non loin de nous, j'ai ouvert la portière de ma bagnole un grand coup, ce qui l'a projeté tout droit sous les roues du camion. Puis ensuite, je me suis très vite tiré d'ici, sans demander mon reste. Je souhaite effectivement que les flics me tombent dessus, mais pas comme ça, pas lors d'un vulgaire contrôle routier, car je veux être reconnu comme l'un des plus grands tueurs en série que cette terre n'ait jamais porté. Après tout, c'est bien ce que je suis, non? Mais je sais très bien que c'est déjà ce qu'ils pensent tous, au vu des lettres que je leur ai envoyées durant toutes ces années, en mettant en évidence les faits, indiquant comment je les ai tués et l'emplacement exact des corps. Seul le vrai tueur pouvait savoir ça, car aucune information n'avait été divulguée, ni au public, ni à la presse. Mais croyez-moi, ils savent. Combien faut-il encore que j'en tue pour que mon nom fasse la une, pour qu'il soit aux infos nationales? Les flics n'ont peut-être pas bien fait le lien entre les différentes affaires. Évidemment, le mode opératoire n'arrête pas de changer, mais malgré tout, il y a des schémas qui se répètent. Presque toutes les victimes ont été attachées. La plupart étaient des femmes. Lignes de téléphone coupées, morts par suffocation, tendance sadique. Pas d'autres traces que celles de la victime, pas de témoins. Mais bien sûr, ils ne peuvent pas comprendre ma logique, puisqu'ils ne sont pas sous l'influence du facteur X, le 3e chromosome, comme celui du fils de Sam, de Jack l'Éventreur, de l'étrangleur de Boston, de celui de Hillside, ou de Ted, sur la côte ouest, et de bien d'autres. Nous vivons dans une société qui est fascinée par le meurtre, l'assassinat et la violence. Je pense n'être qu'une personne parmi tant d'autres à nourrir un intérêt morbide pour la part d'ombre de la nature humaine. Je m'appelle Jordan Smith. Je suis ce qu'on appelle quelqu'un qui a tout réussi dans sa vie. Un boulot qui me passionne, une femme superbe, une maison de rêve, sans compter un QI à 3 chiffres. Bref, j'étais enfin quelqu'un. Le début de ma vie fut pourtant assez chaotique. Mes parents travaillaient sans cesse pour me promettre un avenir brillant. Ils avaient plutôt bien réussi, car plus tard, j'étais devenu l'homme le plus envié du monde. Mais étant plus jeune, j'ai fait des erreurs, comme tout le monde. Mais cela n'a pas duré. J'ai grandi, mûri, et pris plus d'assurance. Mon père avait une ambition démesurée, un peu comme moi d'ailleurs. Mes parents bossent dans un grand groupe pharmaceutique, la Pharmacorp Industries. On y faisait des travaux comme de la modification d'ADN avec certaines espèces animales. C'est maintenant là que je travaille depuis maintenant quelques années.
certains de nos paléontologues avaient trouvé de l'ADN d'un reptile qui vivait à l'époque du Miocène. Quelle trouvaille pour nous! C'était de l'or en barre. Dans notre labo, nous possédions déjà l'ADN d'un crocodile de 9 mètres. C'était quelque chose. Vous savez, un peu comme dans Lake Placid. Vous voyez le genre? Les erreurs en moins, bien sûr. Nous avions dans l'espoir de combiner ces deux ADN pour permettre la fabrication d'un vaccin qui pourrait à l'avenir sauver pas mal de vies. J'allais enfin avoir un impact sur le monde. Nous nous sommes mis tout de suite au travail. La modification ADN déjà pratiquée sur le crocodile avait fait ses preuves. Il grandissait plus vite. Il était plus agressif et plus féroce aussi. Il développait une certaine intelligence qu'on ne comprenait pas encore. Nous aurions dû prendre ces facteurs en considération avant de le combiner à l'ADN de reptile du Miocène. Ça a duré pendant des mois. Maintenant, ce crocodile atteint 12 mètres. Notre laboratoire n'est plus assez grand et surtout moins sécurisé. Je ne sais pas comment on en est arrivé là. Notre ambition démesurée y est sûrement pour quelque chose. Nous avons donc pris la décision de le déplacer dans un endroit encore plus sécurisé que notre labo. Nous devions le transporter avec précaution sur un site qui appartient à la Pharmacorp Industries. Sur place, nous possédons un complexe et un labo plus perfectionné pour ce genre de travaux. Mais le jour du départ pour ce fameux labo, nous avons endormi le croco avec un fusil hypodermique. On lui a envoyé une bonne dose de tranquillisant, de quoi assommer un éléphant. Nous l'avions solidement attaché avec des sangles. Nous lui avons fermé la gueule avec un matériau conçu pour ça. Bref, nous avons suivi le protocole à la lettre dans ce genre de cas. Mais nous n'avions pas pensé à son intelligence hors norme. Il a fait semblant de dormir, faisant de nous des êtres supérieurs, croyant ainsi que nous avions le contrôle sur les choses, l'environnement. Mais rien de tout ça n'était vrai. Car au moment de le bouger de notre labo pour le transport, c'est là qu'il a décidé de passer à l'action. Il a réussi à arracher ses sangles. Il a fait sauter la protection qu'il avait sur la gueule, juste comme ça, en claquant un grand coup sa puissante mâchoire. Nous étions complètement à sa merci. Puis les gars du labo nous firent dégager d'ici le plus vite possible. J'ai pu sortir de là, mais mes parents et les employés n'ont pas eu cette chance. Ils se sont tous fait dévorer vivants par cette horrible bête. Du sang et des membres humains volaient de partout dans la pièce. C'était un véritable bain de sang et d'amas de chair. J'étais derrière la vitre, en train de contempler ce spectacle d'horreur qui se déroulait sous mes yeux. Des hurlements se faisaient entendre. C'était horrible. Puis d'un seul coup, plus rien. Juste le silence intense d'un labo, maintenant rempli de sang et de cadavres. D'autres employés sont arrivés sur les lieux, constatant l'horrible carnage. Ils étaient tous armés pour le tuer. Plus question de fusil hypodermique cette fois. Il fallait le tuer et pour de bon. C'est d'ailleurs ce qu'ils ont fait. Je ne sais pas combien de coups ont été tirés avant d'abattre cette chose. Tout ce que je sais, c'est que ça a duré une éternité pour moi. Tout à coup, me voilà maintenant chez moi. Je ne sais même pas comment je suis rentré à mon appartement. J'étais encore sous le choc, mais malgré tout, encore conscient de ce que je faisais. Il me restait qu'une seule et unique option à présent. Je suis sur mon balcon, tout en haut d'une tour d'une 30aine de mètres, et tout à coup je me dis, pour un mec qui a un QI à 3 chiffres, j'ai dû rater un truc. Pourtant, il n'y a pas grand-chose que j'ai raté. J'avais été à 2 doigts d'avoir un impact sur le monde. Et maintenant, la seule chose sur laquelle j'allais avoir un impact, c'était le trottoir. Puis tout à coup, l'homme saute, allant s'écraser au sol. Le choc fut si violent qu'une fois arrivé en bas, le corps était méconnaissable, baignant dans une mare de sang. Il avait vu juste, point de vue de l'impact.